Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Bellas. Bonjour, Corentin. Alors vous êtes réalisateur de ce film, Hommage à une gardienne de l'humanité, et nous sommes avec Stéphanie Bonadio. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors vous êtes cette patiente atteinte d'un cancer et qui a été confrontée donc, à ce refus de soins faute de passe sanitaire parce que vous n'aviez pas de passe sanitaire. Je propose qu'on revienne avec vous sur votre parcours déjà. Ça commence en mai 2021 où à ce moment-là vous apprenez donc que vous avez ce cancer. Comment vous l'apprenez ? Je l'apprends la veille d'un départ en vacances. En fait, j'avais senti le week-end avant le départ une boule, donc j'ai souhaité en fait faire un contrôle avant mon départ pour pouvoir me rassurer. Et finalement, il s'avérait qu'il y avait une grosse suspicion et du coup, mon voyage s'est annulé le jour du départ à travers l'appel de mon gynécologue qui, suite aux résultats de la veille, me conseiller de rester et de ne pas partir. Voilà. Alors, donc, quelles ont été les conséquences sur votre corps? Comment vous l'avez senti? Comment vous êtes, comment vous avez vécu ce début de cancer? Alors, pour le ressenti, c'est une une grosse masse que j'avais découvert sur mon sein. Il y avait aussi une suspicion à droite qui finalement n'était pas cancéreux. Quand je l'ai découvert à ce moment-là, ce qui peut paraître étonnant, c'est que pour moi, c'était un soulagement, j'ai envie de dire, dans le sens où je me suis dit, ah, je vais pouvoir enfin m'arrêter et penser à moi, parce que j'étais dans une période très très compliquée depuis quelques années et il était temps que je m'arrête en fait. Et je me suis dit, ça va être le moment pour toi de prendre soin de toi enfin. Oui, c'est ça, parce que généralement, c'est une grande période de fatigue qui peut déclencher un cancer ou une maladie, c'est ça? Alors, excusez-moi. Oui, alors vous disiez qu'à ce moment-là, vous étiez dans une grande période de stress, une période de fatigue, C'est et ça. c'est ça pour vous qui a, vous pensez, déclenché en partie ce cancer. Alors, ça reste des hypothèses, Mhm. mais en 2018, j'avais perdu mon conjoint et je me suis en fait complètement donnée à 100% à mon nouveau travail parce qu'à cette période, je démarrais un nouvel emploi et du coup, je me suis pas faite accompagner dans ce deuil, etc. Et peut-être que le cancer est arrivé aussi suite à un choc, on va dire, traumatique. Mhm. Mhm. Et justement, alors, vous avez ce cancer et vous avez commencé alors une chimiothérapie et vous l'avez accepté tant bien que mal parce que au départ, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ce genre de pratique. Oui, exactement. Parce que ça reste quand même des traitements qui sont très lourds, tout ce qui est traitement de chimiothérapie, qui peut avoir des conséquences par la suite aussi sur notre corps, et puis les effets secondaires qui sont pas du tout agréables. Effectivement, j'étais pas vraiment partante, et je me suis quand même lancée en me disant que si je me lançais dans la médecine allopathique, je j'associerais en parallèle les médecines douces. Mhm. Et justement, Voilà. vous êtes très attaché aux médecines douces. Alors pourquoi vous êtes attaché à cette médecine douce et qu'est-ce que c'est un traitement allopathique? La médecine allopathique, c'est la médecine conventionnelle telle qu'on la pratique en hôpital, à travers la médication. Mhm. Et je suis attachée aux médecines douces. Alors ça, je ne peux pas vous expliquer. C'est en moi depuis de nombreuses années. Je me suis jamais soignée, à part quand j'étais petite, sous les conseils, les consignes de mes parents. Mais une fois que j'ai été autonome, de pouvoir m'entretenir seule, je ne prenais pas de médicaments. D'ailleurs, j'ai été très rarement malade, avec quelques rhumes de temps en temps. Et moi, j'ai toujours été partisane d'une hygiène de vie. Je faisais Mhm. très attention, j'étais sportive, je m'alimentais correctement, je tombais pas malade. J'étais proche des plantes depuis très longtemps. Donc pour moi, c'était tout naturel que même
dans le cadre de mon cancer, j'associe ces médecines, en fait. Oui, c'est ça. Vous pensez que l'hygiène de vie peut être, en tout cas, plus performante que des médicaments imposés ou des chimiothérapies. C'est notamment le Alors, cas de Schreiber, je crois, c'est ça, qui a vécu pendant 25 ans avec un cancer parce qu'il avait une alimentation exemplaire. en fait, en France, après, je ne parle pas des autres Mm. pays, mais on ne cible pas suffisamment sur la prévention. Alors, Mhm. pour eux, la prévention, c'est toute la machination, toutes les performances de machines pour pouvoir détecter le cancer. C'est pas ça pour moi la prévention. Si on en est déjà arrivé là, c'est que la période de prévention est terminée, on est déjà dans le curatif. La prévention, c'est de pouvoir mettre en place déjà d'éduquer la population à la santé, à comment s'alimenter correctement, etc., etc. Là, on est dans la prévention, mais aujourd'hui, on ne mise pas du tout, on ne met pas du tout de l'argent ni aucune campagne de communication sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'éducation à l'école spécialement sur cet aspect-là. On met l'argent vraiment dans la performance des machines qui sont elles aussi tout aussi néfastes, hein, parce que faire des mammographies à répétition, etc., c'est tout aussi nocif pour notre corps. Mhm. Et alors, on va revenir vers vous, Stéphanie Bonadio, mais d'abord, je voulais présenter quand même Alexandre Bellas, qui est le réalisateur de ce film, donc Hommage à une gardienne de l'humanité, qui parle évidemment de vous. Avant qu'on passe au fait que voilà, vous avez refusé de vous faire vacciner, ça a été compliqué pour vous d'accéder à l'hôpital, ça on va en reparler. Alexandre Bellas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré Stéphanie et pourquoi vous avez décidé de faire un film sur elle? Oui, tout à fait. Alors en fait, Stéphanie m'a été présentée par une autre Stéphanie. J'étais sur le point de vouloir réaliser un autre film. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'envisageais Stéphanie surtout pour participer éventuellement à ce film en tant que figurante. Et puis, finalement, elle m'a présenté son parcours et son projet. Elle avait cette idée en tête qu'elle voulait mener en parallèle avec l'écriture d'un livre, d'ailleurs, pour retracer les différentes étapes de son parcours et de ses péripéties et de ses complications par rapport à la politique sanitaire. Et donc, finalement, c'est venu assez naturellement dans le fil de la conversation. Moi, j'ai tout de suite été séduit par son projet et on est parti dans cette direction. D'autant que finalement, moi, je sortais plutôt d'une série de fiction toujours avec 3 thèmes transversaux en fait qui sont des valeurs universelles, hein, de liberté, justice et vérité. Et donc par rapport disons à l'histoire de Stéphanie, ça s'inscrivait là dans un nouveau type de film qui était plus une fiction mais un documentaire avec vraiment un cas réel, une situation réelle et un scandale réel à dénoncer, quoi. Et c'est ça. Et donc, on va revenir sur votre parcours, Stéphanie Bonadio. À ce moment-là, donc, vous avez un cancer, vous suivez une chimiothérapie à l'hôpital, mais vous avez décidé de ne pas vous vacciner, alors que ça aurait été plus facile pour vous, finalement, pour accéder à l'hôpital, de vous faire vacciner. Pourquoi vous avez décidé de ne pas vous faire vacciner à ce moment-là? Parce que déjà, ça allait contre ma façon de vivre que j'ai expliqué tout à l'heure. Tout au long du Covid, personnellement, je n'ai pas eu de Covid. Je me suis complémentée, j'ai continué à faire du sport, à manger sainement, etc. Donc moi, j'envisageais pas du tout la vaccination pour mon cas personnel. Mhm. Et aussi, j'avais peur des conséquences d'une injection dont je ne connaissais pas l'existence et son contenant, mélangée à de la chimiothérapie qui était déjà pour moi très, très nocive. Et la multiplication des médicaments et des traitements les uns par-dessus les autres, même si à l'extérieur, parfois, on ne peut pas voir ce qui se passe, mais à l'intérieur, il y a des interactions, des choses chimiques qui se passent et qui peuvent avoir des conséquences, peut-être pas parfois dans les médias, mais qui peuvent avoir des conséquences quelques mois, quelques années après. Et moi, il n'était pas question et j'ai refusé. J'ai refusé. Et il y a certaines personnes atteintes d'un cancer à qui on a dit il faut mieux ne pas vous faire vacciner. Alors vous, on ne vous l'a pas dit, mais alors Ah non. nous, on nous l'a imposé quasiment à l'hôpital. Hein. Mm. C'est écrit dans notre dossier, c'est écrit d'ailleurs plusieurs fois dans mon dossier médical. Refus catégorique de la vaccination malgré les informations, les indications formelles. Et c'est à chaque rendez-vous qu'on me posait la question si j'étais vaccinée. Et pourquoi vous n'êtes pas vaccinée?
Et quand je donnais ma raison, les personnes étaient assez surprises. J'ai dit que je faisais confiance en mon corps et en mon système immunitaire. Et Et ça, d'ailleurs, vous c'est n'aviez pas à donner de raison normalement. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté où on essaye d'inspecter les gens, de exactement. juger les gens pour savoir pourquoi ils ne sont pas vaccinés ou non. Ça, à la limite, ça ne regarde que vous. Exactement. Et d'ailleurs, en me justifiant, je me suis fait insulter de parano Mhm. par Oui. un chef de service. Mhm. Voilà. Oui, vous êtes enfin, on vous traite de parano à ce moment-là parce qu'il faut aussi rappeler à nos auditeurs quel est votre rythme à ce moment-là de chimio. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital évidemment régulièrement. Oui, tout à fait. Mais on a à la fois le traitement, pour moi, c'était une chimio tous les 3 semaines. Mais entre ces 3 semaines-là, j'ai aussi parfois des visites de contrôle ou d'autres choses. Et là, on est en quelle année, quel mois? Alors, le traitement de la chimio, je l'ai démarré en juin 2021. Ça s'est terminé en novembre 2021. Mhm. Puis ensuite, s'en est suivi l'opération. Et après, à partir de janvier 2022, j'avais d'autres traitements à suivre jusqu'en septembre 2022 que je n'ai pas continué. J'ai décidé de stopper. On m'avait annoncé la rémission et je ne souhaitais pas continuer parce que voilà, je voulais sortir du système avec tout ce que j'avais vécu. Pour moi, c'est de la maltraitance. On m'a aussi dit que le Covid était plus grave que mon cancer. Ça, je trouve ça, c'est faux, Mhm. déjà. Et c'est scandaleux. Et on m'a insulté de meurtrière et c'est à cause de moi que les gens meurent parce que je n'étais pas injectée. Mhm. Enfin, des menaces comme ça à des rendez-vous qui n'ont pas lieu d'être, où je suis déjà inquiète pour mon cancer. Je n'ai pas besoin qu'on me culpabilise sur d'autres sujets. Mhm. Et là, à ce moment-là, donc à chaque fois, vous faites un test pour prouver que vous n'avez pas le Covid, à chaque fois que vous devez aller à l'hôpital. Exactement. À chaque fois qu'on a un rendez-vous médical ou même un rendez-vous dans les soins de support, c'est tout ce qui est activité sportive, atelier, nutrition ou autre, on doit venir avec un pass sanitaire, donc faire un test pour ceux qui ne sont pas injectés. Et donc voilà. Et comme à ce moment-là, les tests sont passés de 72 heures à 24 heures, il fallait aussi une ordonnance médicale, sinon vous payez. Donc en Mhm. fait, ça nécessitait à ce que j'aille chez mon médecin traitant faire une ordonnance pour que ensuite j'aille, donc je faisais déjà la queue à ce moment-là dans les salles d'attente, que j'aille en laboratoire faire un test. Moi, je faisais le test salivaire, donc il fallait que je le fasse avant midi. Donc je faisais la queue pour aller chercher mon test. Je rentrais à la maison où je le faisais dans la voiture et je revenais faire la queue pour déposer mon test, pour attendre les résultats le soir. Mhm. Donc tout ça, c'était un parcours très stressant parce que on pouvait ne pas avoir les résultats le soir même, en fait, en fonction du nombre de personnes qui venaient faire des tests. Mhm. Et donc à ce moment-là, c'est lourd. Vous avez toute cette administration, enfin cette organisation qui est lourde, donc devoir faire un test C'est à ça. chaque fois. Vous avez aussi toute cette pression des médecins et vous sentez que finalement, c'est plus ça qui joue sur votre santé que la chimiothérapie. Enfin, je veux dire. Bah, tout à fait. Mm. Tout à fait. En fait, j'ai même plus le temps de m'occuper finalement de moi. Et d'ailleurs, on ne me donne pas l'opportunité de prendre soin de moi parce que je suis interdite partout. Je peux même pas aller dans les ateliers, dans les associations. Il n'y a qu'une association de soins de support qui m'a acceptée. Toutes les autres ont refusé. Mhm. Je vais pas les citer, hein, mais vous les connaissez très très bien, celles qui s'occupent du cancer. Mhm. Et je me suis fait remballer. Donc en fait, tout ça, c'est un stress. Chaque jour, je me réveillais, je me disais, mais quelle loi encore ils vont nous sortir? Et vers quoi pourquoi je vais encore devoir me battre pour pouvoir essayer de rentrer à l'hôpital et être soignée. Mhm. C'était ça, en fait, mon combat. Mhm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre cancer était à côté, Et mis de finalement, côté. mis de côté. Et une question, par exemple, si un jour si vous deviez aller donc toutes les 3 semaines à l'hôpital, faire un test le midi, et si le soir le test était positif, vous dites que vous n'auriez pas pu faire votre chimiothérapie. Ah ben non, on n'avait pas le droit de venir. Mhm. On était interdit de rentrer si le test était positif. Ce fut la même chose pour l'opération. Si c'était positif, ils nous le disaient clairement, vous ne venez pas à l'hôpital. C'est-à-dire que pour eux, le Covid, le fait que vous soyez positif au Covid était plus grave que C'est ça. ne pas avoir accès à votre chimiothérapie. Bah, ils me l'ont clairement dit, hein, le jour de mon refus de soins, en décembre 2021, c'est un médecin ou chef de service qui est venu à l'extérieur me dire le Covid est plus grave que votre cancer. Le protocole Covid, il fallait pas le toucher. Mhm.
avec des vigiles évidemment à l'entrée. Voilà. Et donc il y a un moment, vous décidez de ne plus faire de tests et vous arrivez devant l'entrée. Non, j'ai toujours fait mes tests. Il y a erreur d'interprétation. J'ai fait ce test la veille. Je vous explique comment ça s'est passé. Le jour de ce refus de soins, la veille, j'étais déjà à l'hôpital toute la journée. Donc, j'avais mon test pour la veille avec tout le protocole que je vous ai sorti pour avoir l'ordonnance, le test, etc. Sauf que le lendemain, j'avais encore des rendez-vous à l'hôpital et je n'ai pas pu retourner chez le médecin pour faire mon ordonnance et aller la veille avant midi au laboratoire pour réaliser ce test puisque j'étais déjà à l'hôpital. Donc, en fait, quand je suis arrivée, mon test n'était plus valide de 7 heures. Exactement. Voilà. Et on a refusé de me laisser rentrer. Oui, donc on vous a refusé de vous laisser rentrer. Donc devant la porte de l'hôpital, il y a un vigile alors que vous êtes atteinte d'un cancer et que vous deviez subir une chimiothérapie. Il y a un vigile qui vous interdit donc de passer devant les portes de l'hôpital. Alors ça, comment vous le vivez? Et évidemment, on peut imaginer le stress que vous avez eu à ce moment-là. En fait, j'avais un doute. La veille, en y allant, même le jour J, je me suis dit, à mon avis, au vu des mesures et de l'ampleur que ça prenait, je me suis dit, on va pas me laisser rentrer. Et en fait, je me suis pas trompée. On ne m'a pas laissé rentrer. Je le savais. Je savais qu'ils allaient pas y déroger, même si c'était que 7 heures. Et ensuite, ils ont déployé tout un système de policiers et de la BAC, brigade anticriminelle, pour essayer de me dégager. Et on est resté là pendant 4 heures. Et mon dossier a été étalé sur la place publique avec comme seul interlocuteur la police qui faisait le médiateur entre moi et les médecins restés à l'intérieur pour trouver des négociations. Donc vous avez été vraiment traité comme une paria alors que vous étiez atteinte d'un cancer à ce moment-là. Alexandre Bellas, donc vous êtes le réalisateur de ce film Hommage à une gardienne de l'humanité qui parle notamment de ce parcours de Stéphanie Bonadio. Et à ce moment-là, quand vous avez su cette histoire, comment vous avez réagi? Là, je dirais que la première réaction, c'est que ça paraissait vraiment scandaleux. Le point saillant, c'était justement cette scène qui est vraiment une scène centrale du film dans laquelle Stéphanie se trouve sur les marches de l'Institut Curie et se trouve dans l'interdiction d'accéder simplement, disons, à ses interlocuteurs classiques qui sont les interlocuteurs du personnel médical. Donc, on voit clairement dans cette scène 3 entités qui sont en fait Stéphanie avec quelques personnes qui sont venues la rejoindre, des collectifs qui ont voulu accompagner le mouvement, les policiers en intermédiaire en fait en faisant l'interface entre le personnel médical et Stéphanie, et puis à l'intérieur de l'Institut Curie, on les voit clairement derrière les vitres en fait, dans le hall d'entrée de l'Institut Curie, le personnel médical en train de concerter, de discuter entre eux, mais à aucun moment il y a le dialogue direct entre le personnel médical et Stéphanie. Donc il y a deux scandales dans cette scène très forte, c'est-à-dire qu'à la fois une patiente atteinte d'un cancer est barrée sur sa route pour atteindre les soins, et l'intervention de la BAC, ce qui est quand même pas rien, une police anticriminelle. Donc Stéphanie ressemble à tout sauf une criminelle. Donc là vraiment traiter Stéphanie comme une terroriste avec une séparation totale du pouvoir médical et des patients qui sont en attente de soins, ça je pense que c'est le point saillant, c'est le scandale de la politique sanitaire de cette époque, quoi. Tout à fait. Et donc à partir de ce moment-là, donc vous êtes refusé à l'hôpital, Stéphanie, et vous décidez aussi de quitter, de vous soigner uniquement par de la médecine douce, donc de quitter votre chimio. Oui, en fait, en novembre, je termine ma chimio. Je me fais opérer en décembre. Et en janvier 2022, on m'annonce la rémission, mais par précaution ou prévention. Ils appellent ça de la prévention. J'avais encore des soins à faire, des injections, ce qu'on appelle d'anticorps, auxquels répondait ma tumeur jusqu'en septembre 2022, et de la radiothérapie. Et en fait, avec tout ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et déjà, j'avais J'étais très indécise avant de démarrer la chimio. Et puis là, du coup, j'avais décidé d'arrêter, de me dire que c'est bon, j'avais fait mon temps dans les hôpitaux. Parce qu'au final, je passais plus de temps à me battre pour pouvoir essayer d'être soignée que de réellement être soignée. Et la manière dont on m'avait traitée
voilà, l'éthique que je pensais que l'hôpital avait, les médecins, en fait, je me suis complètement trompée et j'ai décidé d'arrêter parce que ça me correspondait plus et de me tourner exclusivement vers des praticiens qui, eux, ont été présents depuis le début et qui m'ont très, très bien accompagnée depuis le début de la maladie. Donc, j'ai décidé de continuer avec eux et voilà, d'accentuer mes recherches à ce sujet sur le traitement du cancer de manière naturelle. Voilà. Et là, vous avez... depuis, je suis en Oui, rémission. il y a une perte de confiance dans le système médical à ce moment-là. Ah oui, ben complètement. Je ne veux plus mettre un pied dans les hôpitaux. Mm. J'ai plus confiance. J'ai plus du tout confiance. Et de la manière dont j'ai été traitée, c'est scandaleux. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas un cas isolé. Mais les autres n'ont pas parlé, malheureusement. Mm. Et donc, il y a une toute-puissance de ces experts, enfin de ces médecins qui nous expliquent qu'ils peuvent, à partir de la technique et par rapport à leur savoir, sauver d'un cancer, ou en tout cas préserver, faire en sorte qu'une personne qui a un cancer aille mieux. Et vous dites qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez de ces médecines douces et puis même de choses naturelles, c'est-à-dire une bonne alimentation, du sport, un bon sommeil, et puis aussi être entouré et surtout ne pas subir un stress au quotidien. Non, on n'en parle pas du tout. Et si on constate bien, on nous éloigne de plus en plus de ces médecines. On insulte les praticiens de charlatans. On les a retirés de Doctolib. Ça, c'est bien significatif. L'industrie agroalimentaire est de plus en plus dangereuse avec de plus en plus de produits transformés. Même dans l'agriculture, il y a de plus en plus de pesticides. On nous parle d'injections du monde animalier et du monde végétal. À quel moment on veut notre santé? Oui, c'est ça. Et vous défendez ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre combat n'est plus votre cancer, mais vous avez étendu votre combat aux restrictions sanitaires et à la toute-puissance, justement, Tout à fait. de la médecine aujourd'hui. Enfin, de certains médecins, de certaines médecines. C'est un tout, en fait. Tout est censé... La santé, c'est pas uniquement le corps physique, c'est la santé psychologique, sociale, physique, etc. Donc, tout ce qui nous entoure, l'environnement, le travail, le stress, tout ce qui nous entoure, notre environnement, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, sur notre santé physique, mentale et psychologique. C'est la définition définie par l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, ce qui nous entoure ne nous amène plus vers la santé. Il faut être réaliste. C'est ça. Et donc vous dites que vous vous sentez mieux justement. Quelles a été les conséquences de cet arrêt de la chimiothérapie? Parce que évidemment, quand on vous dit qu'on a un cancer, on est prêt à tout pour essayer de l'éviter. On vous parle, pour pas dire on vous vend une chimiothérapie. Et forcément, vous dites vous jetez à bras le corps dans cette dernière solution. Vous dites que vous avez arrêté cette chimio et pourtant vous vous sentez mieux, moins bien qu'avant. Enfin, comment votre corps l'a vécu? Moi, la chimio, je suis allée au bout de mes cures. Je suis allée au bout de mes cures. Ce que je n'ai pas fait, c'est des injections d'anticorps qui sont aussi très, très importantes. Enfin, voilà. Rien n'est allégé quand on parle de traitement de chimio et tout ce qui est aussi radiothérapie. Moi, je me sens beaucoup mieux parce que on n'a pas d'effet secondaire. On n'a pas d'effet secondaire. Et puis, quand vous n'acceptez pas qu'on vous injecte des produits, vous sentez que vous n'êtes pas en phase et que vous avez aussi la crainte des conséquences que ça peut avoir. Parce qu'on rencontre beaucoup de femmes qui ont du mal à sortir de leur lit, qui ont des douleurs partout. Notre corps change parce que les produits transforment notre corps. Même si, nous, on essaye de le camoufler, etc. Mais il y a des grosses transformations. Et quand votre corps est rempli de médicaments, il est rempli de toxines, de toxiques. Donc, du coup, il peut se fatiguer aussi de plus en plus. En fait, les traitements, ils affaiblissent complètement. Je vais vous dire une chose, j'ai plutôt le sentiment que les traitements affaiblissent le corps plutôt qu'ils ne l'aident à tuer le cancer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que j'ai plutôt l'impression que les traitements tuent le corps et l'individu que plutôt tuent le cancer. C'est mon positionnement, ma réflexion personnelle, parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à un doute tellement extrême vis-à-vis de la médecine.
Et Alexandre Bellas, donc vous réalisez ce film Hommage à une gardienne de l'humanité qui parle notamment, enfin qui parle du parcours de Stéphanie Bonadio et qui parle aussi plus largement de ce système de santé où finalement qui maltraite ses patients. Ben oui, parce que dans cette période 2020-2022, il est apparu clairement que les directives prises par le gouvernement, en fait, était beaucoup plus orienté à défendre la santé des laboratoires pharmaceutiques que la santé des patients, quoi. Bon, il y a vraiment une rupture entre le corps médical et les patients, les besoins des patients qui ne sont pas respectés. Alors surtout dans le cas, je dirais, de la catégorie des patients non vaccinés, puisque là, s'est créé un véritable clivage entre les vaccinés et les non vaccinés, qui a été entretenu par le gouvernement, qui a désigné les non-vaccinés comme des sous-citoyens, comme des pestiférés. Donc, il y avait en plus cette pression psychologique qui a été posée sur les patients non vaccinés dans cette période. Et donc, une véritable rupture avec le libre consentement et avec les fondamentaux des serments d'Hippocrate. Et donc vous, c'est un reportage, c'est un documentaire, donc vous relatez les différentes étapes de la maladie de Stéphanie. Voilà, tout à fait. Stéphanie a pu mettre à ma disposition différentes interviews, des différentes vidéos qui ont été faites avec d'autres intervenants. Et notamment, on a eu des témoignages très intéressants qui sont des personnes qui étaient présentes du présent de collectif Bonjour la vie et puis les blouses blanches. Donc, à partir de là, bien, on a reconstitué vraiment un tracé fidèle de ce qui s'est passé sur ce fameux 3 décembre 2021 sur les marches de l'Institut Curie. Et à travers ces différentes agrégations de reportages et de témoignages, on a pu bâtir le film en retraçant aussi surtout la première période que Stéphanie a évoquée tout à l'heure, à savoir ce projet de départ en voyage qui est stoppé net par l'information comme quoi il y avait un degré de gravité de son cancer du sein qui nécessitait en fait de revenir chez elle et de reprendre les soins. Et donc aujourd'hui, le film est monté. Quand est-ce qu'il sortira et quand est-ce qu'on pourra le voir? Alors, on va donc le voir le 13 juin, donc dans le local de l'espace Michel-Ange, 14 rue de Patay, dans Paris 13e. Ce sera vraiment la date essentielle, c'est la date de l'avant-première. Et après, nous allons le diffuser sur plusieurs canaux. Donc, l'accès peut-être déjà à la plateforme Vimeo, ensuite dans des espaces privés. On va consulter les cinémas et on est en train de faire aussi des prospections en province pour atteindre différents cinémas, disons, qui seraient plutôt favorables à nos visions de la chose, de la politique sanitaire. Donc, on a plusieurs pistes, y compris d'ailleurs la possibilité de présenter ce film en privé à domicile, dès qu'on aurait un certain effectif de personnes qui seraient intéressées pour recevoir ce film à leur domicile. Et donc vous avez une cagnotte sur Tipeee, alors on peut le dire, c'est Projet Film Alex Steph 2022-2023 qui a cartonné, vous avez eu plus de 6 000 € de donnés par des contributeurs. On peut toujours continuer à vous donner sur Tipeee aussi, parce que pour permettre au film d'être le plus largement diffusé. Alors, la cagnotte Tipeee, elle est arrêtée. Maintenant, en fait, on est passé sur une autre période, sur une autre phase, qui est vraiment la phase de distribution du film. Donc là, on rentre vraiment dans la diffusion du film, à chercher donc des exploitants de salles de cinéma qui sont prêts à l'accueillir à Paris, dans la région parisienne, mais aussi en province, absolument. Donc, dans toutes les régions de France et de Navarre. Et donc, ça sera évidemment je suppose que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. On peut continuer à vous suivre pour continuer à suivre aussi le parcours de ce film. Tout à fait, sur Instagram, Facebook. Je pense que Stéphanie pourrait ajouter d'autres réseaux sociaux sur lesquels elle est positionnée, mais Telegram, WhatsApp, Signal. Alors Stéphanie, il y en a d'autres que j'ignore. Alors voilà. Stéphanie, est-ce que aujourd'hui vous considérez que vous êtes devenue une lanceuse d'alerte, notamment sur ce système médical qui est à la dérive pour vous, oui? En fait, je pensais pas le dire un jour. Oui, je suis devenue lanceur d'alerte dans le sens où je me remarque sur l'aspect sanitaire et je suis un peu le porte-parole des patients parce que je n'ai pas entendu d'autres personnes qui se sont manifestées.
Et en fait, j'ai perdu beaucoup de gens dans cette bataille, notamment des personnes cancéreuses, par manque de soins ou autres, enfin bref. Et ça, je ne le supporte pas. Et je me dis que moi, j'aurais peut-être pu mourir si je m'étais pas autant battue et si j'avais accepté cette injection. Mhm. Donc oui, je vais continuer à me battre et ce film, il doit faire le tour de la France, voire même dans les pays francophones. Il restera pas dans les tiroirs. Il faut que les gens se réveillent. Il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas compris. Donc oui, je vais continuer à distribuer ce film. On n'a pas mis autant de temps pour le réaliser. On s'est battu pour avoir une cagnotte et le réaliser. Donc oui, je vais continuer à à être une lanceuse d'alerte et informer la population sur l'aspect, en tout cas, médical, puisque c'est là-dedans que tout a commencé pour moi, on va dire. Et il y aura des recours juridiques contre l'Institut Marie Curie ou alors vous êtes seulement dans la bataille des idées aujourd'hui? Alors sur cet aspect-là, je préfère pas répondre Ah, oui. sur l'antenne. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. Écoutez, aucun problème. Si vous ne souhaitez pas répondre, et déjà, voilà, si nos auditeurs peuvent soutenir ce film, Hommage à une gardienne de l'humanité d'Alexandre Bellas. Alors, la première sera le 13 juin. Vous serez présent, Stéphanie Bonadio? Oui, on sera présent, moi et Alexandre, justement, puisqu'on a la projection et cette projection se suivra d'un échange entre nous et le public, avec la présence aussi de médias dissidents qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. D'ailleurs, on vous invite, hein, évidemment, vous êtes tout à fait invités à Merci. cette avant-première du 13 juin, donc c'est à 19h. Mhm. Faut pas être en retard. Oui. Et ensuite, on clôturera avec un petit pot pour remercier les gens qui nous ont accompagnés, soutenus durant toute la réalisation de ce projet. Parce que ce projet, finalement, c'est pas celui d'Alexandre et de moi-même, c'est vraiment un projet de tous ceux qui nous ont aidés, accompagnés à travers les contributions financières et les partages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Eh bien, écoutez, on viendra vous voir le 13 juin à 19h. Merci. Alors, ça sera où spécialement pour nos auditeurs? Vous pouvez nous le dire? À l'espace Michel-Ange ou Miguel Angel, je ne sais pas comment on le dit, au 14 rue de Patay à Paris. Espace Michel-Ange, 14 rue Patay Rue de Patay à Paris. à Paris. Paris 13e. Paris 13e arrondissement. Merci. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Bonadio. On rappelle donc que vous êtes le personnage principal de ce documentaire, de cet hommage qui s'appelle donc Hommage à une gardienne de l'humanité d'Alexandre Bellas, qui est donc réalisateur du film. Donc à très vite, on se revoit le 13 juin. Alors merci à tous les deux.